Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de Cannes au quotidien. Le Cameroun est en deuil, ça il faut le dire. Des braves et vaillants compatriotes sont allés porter les Lions indomptables hier à la victoire pour les matchs de qualification comptant pour les quarts de finale. Malheureusement, suite à une bousculade au stade de Lembe, plusieurs Camerounais ont été blessés et aujourd'hui, ce matin, on parlait déjà de 8 morts. Donc cette édition est spécialement réservée à cet événement malheureux. C'est pour ça que sur ce plateau, nous allons recevoir le patron de l'information de B-News One, Albertine Bichaka. Albertine, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les autres panélistes sur le plateau. Je dis aussi bonjour tout de suite à Franck. Bonjour Emmanuel, Jonas Kara, bonjour Albertine qui s'invite à l'équipe de Cannes au quotidien mais pour une circonstance malheureuse. Une circonstance malheureuse. Moi, on espère qu'elle puisse revenir ici quand on parlera de bonnes choses, pourquoi pas. Bonjour à nos copanélistes qu'on va découvrir certainement dans un moment. Emmanuel Bonjour à Marop, tous les téléspectateurs. Qui est là pour la toute première fois. Emmanuel Marop, il est analyste sportif. Emmanuel Marop, bonjour. Bonjour, cher René. Je me serais réjoui en réalité en venant dans ce studio ô combien sympathique. Mais compte tenu, vous l'annonciez, de l'événement malheureux hier, honnêtement, on a envie de suite d'avoir une pensée pour le repos des âmes des disparus, que je pourrais qualifier d'illustres. Mais voilà, je m'incline devant leur mémoire. Je salue les téléspectateurs. Je salue tous ceux qui nous regardent, mais après, le Cameroun se doit d'avancer quand même. Voilà, on va également recevoir sur ce plateau Jean-Paul Akono, qui est déjà dans ce studio, mais qui va s'installer pendant que je suis en train de vous donner in extenso le communiqué du gouvernement par rapport à cet événement. Le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale c'est au cours de la rencontre des huitièmes de finale qui opposait le lundi 24 janvier 2022 les Lions indomptables du Cameroun à l'équipe nationale de l'Union des Comores. Des bousculades se sont produites à l'entrée sud du stade d'Olembe. Le premier bilan de ces bousculades fait état de 8 morts et 38 blessés, dont 31 légers et 7 graves. Les personnes décédées ont été conduites au centre des urgences de l'hôpital central de Yaoundé pour les formalités appropriées et les blessés ont été repartis dans 4 formations sanitaires de la ville de Yaoundé où immédiatement les dispositions de prise en charge ont été observés. Alors, sur très haute instruction du chef de l'État, du président de la République, son Excellence Paul Biya, face à cette drame dont la gravité suscite émotion et consternation, le chef de l'État adresse ses condoléances les plus attristées aux familles durement éprouvées ainsi que ses souhaits de prompte guérison, de prompt rétablissement aux blessés, auxquels il associe la profonde compassion de la nation tout entière. Voilà le communiqué du gouvernement par rapport à cet événement malheureux qui s'est produit hier au stade de Lembe. Malheureusement, les compatriotes sont allés porter les Lions à la qualification pour les quarts de finale, ce qui a été fait, une qualification aujourd'hui qui est fêtée de façon sourdine. Alors, Albertine Bichaka, vous êtes le patron de l'information à B-News One. Votre présence sur ce plateau donne une autre dimension à ce plateau et à l'événement qui s'est produit au stade de Lembe hier. Oui, on va
d'abord, comme présenter nos condoléances aux familles des victimes de cette bousculade du stade Olembe qui officiellement a fait 8 morts et de nombreux blessés. C'est tout à fait malheureux de constater que des personnes qui partaient hier assister tout simplement à une rencontre, à quelque chose d'agréable et perdu la vie aussi facilement. Alors des premières informations que nous avons, il y a eu beaucoup de soucis hier pour l'accès au stade d'Olembe avec une sorte, on va le dire, en mettant beaucoup de bémols sur le mot, mais une sorte d'impréparation parce qu'il y a des difficultés d'accès au stade. D'ailleurs, officiellement même, presque, on sait que les officiels, certaines personnalités, nous sont arrivés presque à la deuxième mi-temps parce qu'il y avait beaucoup de bouchons à l'accès du stade. On sait par exemple que même le président de la CAF la voiture était restée coincée pendant de longues heures, pendant de longues minutes à l'entrée du stade. Donc il y avait des difficultés d'accès au stade hier, au stade de Lembe. Pourquoi? On n'a pas encore la raison, mais on sait que le filtrage reste très compliqué pour permettre aux gens d'accéder au stade malgré les biais. C'est compliqué, les personnes qu'on a mises qui vont donc aider à faire ce filtrage, c'est assez difficile. Comme je le disais, c'est malheureux. Tout ce que l'on peut dire, c'est que on comprend qu'il faut désormais travailler beaucoup à la sensibilisation. Je crois qu'il y a beaucoup d'aspects qui malheureusement ont été peut-être pas négligés, mais on est passé rapidement dessus. On est beaucoup resté concentré sur les grosses œuvres dans cette affaire, les infrastructures et tout ça, mais il y a beaucoup d'aspects de cette grande compétition que l'on a oublié. Normalement, la sensibilisation pour l'accès au stade, comment est-ce que ça devait se passer, ce sont des petits points qui semblent désormais très très importants au fur et à mesure que l'on s'achemine vers la fin de la compétition et que l'effervescence se gagne en ampleur. C'est ce que je peux dire de prime abord, parlant de ce malheureux accident même survenu hier au stade olympique. Alors, Frampek, vous étiez au stade de Lembe hier pour cette rencontre Cameroun-Comore, rencontre qui a connu, il faut déjà le dire comme ça, la victoire sur les Comores 2-1, synonyme de qualification pour les quarts de finale. Alors, cet incident. Mais cet incident, forcément, il est malheureux. Je vais me joindre à tous pour adresser mes condoléances les plus attristées aux familles des disparus et même à ces personnes pour le moment qui sont internées dans les hôpitaux. Je vais dire que, en toute franchise, l'incident n'a pas vraiment impacté la rencontre qui se disputait parce que nous étions à l'intérieur du stade. Ce sont nos rédactions qui nous ont appelés pour nous dire mais qu'est-ce qui se passe à Olembe? Essayer un peu de recouper l'information. Et je ne vous cache pas que c'était assez difficile. Déjà, mon premier constat, c'est lorsqu'on allait au stade, vous saviez, nous étions dans les véhicules déployés par le COCAN, notamment ces bus. On s'est rendu compte, puisque moi je suis allé dans le premier convoi, qu'il n'y avait pas vraiment de mesures qui ont été prises pour cette troisième rencontre. Parce que durant les 2 premiers matchs, lorsqu'il y avait des rencontres, on s'arrangeait à bloquer la circulation, à essayer de baliser la route. Les différents véhicules du COCAN étaient accompagnés par des motards. Bref, on mettait quand même un dispositif pour faciliter la circulation. Mais pour les rencontres d'hier, on s'est dit, nous, journalistes, que peut-être parce qu'on est allé un peu tôt, parce que notre bus est quand même quitté un peu avant 16 h, peut-être qu'à cette heure-là, tout n'avait pas encore été mis sur pied. On nous a demandé de rouler sur un sens interdit en nous faisant croire que de ce côté-là, l'accès nous était possible. On s'est rendu compte que les véhicules nous venaient en face, que ce n'était pas prudent. On s'est rabattu sur le chemin normal et je ne vous cache pas que même sur le chemin normal, de temps en temps, que ce soit des taxis, des motos, essayaient de nous poser des problèmes. Donc c'est tout à fait compréhensible que des autorités ne se soient pas rendues au stade à temps. Cela remet quand même aussi en question l'organisation générale. C'est vrai qu'on ne tire pas à boulet rouge. Il y a certaines choses qui se passent bien, mais il faudrait décrier lorsqu'il y a manquement aux limites. Il faudrait dire, on se rend compte déjà que l'accès au stade est difficile, Emmanuel, parce que le véritable problème, on parle souvent de la vacuité des stades, pas de présence du public. On oublie de dire, moi, hier en rentrant
à 23h passées, j'ai vu plus de 20 000 personnes marcher à pied d'Olembe vers le premier point où ils pouvaient prendre un véhicule. C'est plus de 4 km. Il y a plus de 23 heures. Et je vous parle que du retour. L'aller, c'est quasiment identique. On n'a pas pris des dispositions pour faciliter l'accès. Lorsqu'on ne facilite pas l'accès, les personnes qui rentrent des boulots créent forcément des bouchons, tout cela. On aurait pu prévoir des voies secondaires pour éviter ces bouchons. Moi, je dis, il faudrait déjà partir de là. Cela ne peut pas forcément justifier ce qui est arrivé au stade, mais cela nous montre le climat et, disons, ces limites qui peuvent déjà ternir ou alors impacter sur l'organisation déjà même d'une rencontre d'une telle envergure. Alors, Jean-Paul Akono, bonjour. Bonjour, Emmanuel Jonas Kana. Bonjour à tous les panélistes ici présents. Bonjour aux millions de téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Et bonjour aux techniciens grâce auxquels nous sommes justement vus dans le monde entier. Alors, on t'accueille avec cette mauvaise nouvelle. 8 morts, 33 blessés, dont 31 légers et 7 graves hier au stade d'Olembe. Je vous assure, Emmanuel Jonakana, quand j'ai vu... Vous savez, quand on est dans le stade, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Surtout dans cette tour de Babel, du stade de Paul Biya. Vraiment, quand on est dedans, on ne peut même pas savoir ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est quand j'ai vu les images, n'est-ce pas, à la télé, elles étaient insoutenables, d'après moi. Vraiment, elles étaient insoutenables. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un camion qui a percuté, je ne sais pas quoi? C'est quand on me dit que non, c'était au stade, là où vous étiez. J'ai dit, mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on m'explique, j'ai dit, mais mon Dieu. Et je d'accordise avec ce que madame vient de dire tout à l'heure. Je crois que non seulement les gens ne sont pas préparés, ils ne maîtrisent même pas ce stade encore, parce que quand tu vas au stade, je vous assure, au match d'ouverture, nous avions pratiquement plus de 2 heures pour accéder au stade. Au stade. Nous sommes arrivés au stade à 30 minutes du coup d'envoi. Alors que nous étions là à chercher pendant 2 heures. Et ensuite, les gens ne maîtrisant pas le stade ne peuvent pas bien vous orienter. Que vous avez tel bien, vous demandez où est-ce qu'on va, et même ils ne savent pas. Et ensuite, cette histoire de sécurité, vous venez en voiture, on vous dit non, vous devez plutôt aller garer là-bas, vous devez taper 1 kilomètre à pied, vous êtes dans la scène du stade pour accéder à votre tribune. Bon, vous voyez donc avec ces cafouillages, tout le monde qui ne connaît pas encore bien la configuration de ce stade pour en maîtriser les issues, les voies d'entrée et de sortie, ça fait que un match comme ça, apparemment on dit qu'on a voulu ouvrir les vannes, et c'est tout le monde qui se disait que bon, on ne veut pas rater le coup d'envoi, et puis il faut avoir des places, tout ça, ainsi de suite. Alors ça fait que certainement la porte d'entrée étant exiguë, on a commencé à se bousculer, machin. Les gens ont commencé à tomber. Et vous voyez, quand il y a un mouvement de foule comme ça, vraiment, tu ne sais pas qui tu écrases, tu passes seulement. Si toi-même, tu ne peux pas tomber. Donc, c'est malheureux. Et vraiment, je joins mes condoléances aux familles éprouvées. Et vraiment, c'est triste. C'est triste. Je vous assure, Emmanuel, ces images n'étaient pas soutenable. C'était vraiment pas soutenable. Alors, Emmanuel Marompe, vous êtes analyste sportif et vous étiez au stade d'Olembe hier pour cette rencontre Cameroun-Comores. Avez-vous fait quelques recoupements pour savoir ce qui s'est réellement ou plus ou moins passé? Très bonne question. On en est à notre première émission, mais on en arrive à se communiquer par télépathie. Le regroupement, j'ai bien aimé votre vocable. En réalité, il y a 2 choses dont il faut tenir compte. Il y a d'abord le volet, évidemment, tout le monde en a parlé, le volet qui a trait au transport, c'est-à-dire les bouchons. Mais il y a aussi le drame à proprement parler. Permettez-moi de commencer par le drame. C'est ce qui est triste, c'est vrai. Il se trouve que les regroupements justement que j'ai faits font état de ce que certains qui avaient en charge de laisser passer les usagers, etc., leur avaient dit que dans 5 minutes qu'ils fermeraient.
Il faudrait bien que nous comprenions ça. Ils disent dans 5 minutes, nous allons fermer complètement. Et bien, du coup, les gens se sont dit, ben, dans 5 minutes, nous, on a envie, comme l'a dit le coach Manous, on a envie d'avoir accès, on a envie d'aller au stade, etc., etc. Donc, c'est ces 5 minutes-là, en principe, qui ont provoqué tout ce drame-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est... Mais ils ferment dans 5 minutes. Pour quel motif, pour quelle raison fondamentale? Les enquêtes, justement, Emmanuel Jonathan, cher René, vont certainement apporter les éléments de réponse nouveaux, vont éclaircir cette affaire. C'est exactement ce qui s'est passé. Du moins, il y a eu des gens qui ont parlé de 5 minutes. Ils leur ont dit dans 5 minutes, ben, tout sera fermé. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde voulant avoir accès, ben voilà, avec un mouvement de foule, comme l'a décrit Manous, ben voilà, on en est arrivé là, à ce drame, à cette horreur. Heureusement, c'est pas l'hécatombe. Évidemment, il y en a qui sont blessés, on leur souhaite un prompt rétablissement. L'autre problème, en réalité, auquel faisait allusion la bellissime directrice de l'information de B-News, est celui-ci. Le volet, il ira au bouchon. C'est vrai, lui, il a emprunté le premier bus, nous, on a emprunté le second. Je dois vous dire qu'entre au rond-point Loncac, on était obligé, justement, de passer par l'autre voie, en réalité. Le sens interdit. Le sens interdit. On est passé par là, et dans cela passait un motard également, qui, à un moment donné, nous ont rejoints. Parce que le côté normal, je vais le dire comme ça, cher René, était bouché. Ben, on est passé par là, on est arrivé, et puis à un moment donné, on était obligé de rebasculer dans le bon sens, j'ai envie de le dire comme ça. Donc, évidemment que le volet bouchon pose problème, mais je pensais qu'après le chant organisé de manière extraordinaire, tout le monde s'est accordé à le dire. C'est pas nous, les hommes de médias, les journalistes, etc. La CAF, la FIFA elle-même avait apprécié la façon dont les Camerounais avaient organisé le chant. Je pensais qu'on prendrait ça, voilà, justement, avec tout ce que cela comporte de bien, notamment la fluidité des transports. Et il y en a, moi j'ai fait partie d'une commission de mobilisation du stade Japoma, par exemple. Nous, on faisait que avant les matchs, 2h avant, 2h30, les itinéraires étant connus, ben, on mobilisait la population, on bloquait, etc., pour permettre aux officiels de passer, aux équipes de passer. Manous en sait quelque chose, et puis on s'arrangeait justement qu'il n'y ait pas des bouchons. Mais c'est curieux quand même, ce d'autant plus, je vais finir par là, que certaines mesures ont été prises pour que et les fonctionnaires et les élèves, justement, s'arrêtent d'aller à l'école, d'aller à leur boulot à une certaine heure, autrement dit à 2h du soir, pour justement permettre ces fluidités. Moi, je me suis étonné, étant venu à Yaoundé, étant arrivé hier, qu'à 16h à un moment donné, au niveau du rond-point Loncac, qui est ce genre de bouchon, et les bouchons ont continué. C'est aussi ça, ce qui est dommage. Après, elle a dit une chose qui est fondamentale, la CAF certainement va se saisir de ça, au-delà du drame. D'ailleurs, elle a commis un communiqué, mais aussi que le patron de l'exécutif du football continental en soit à être bloqué au bouchon pendant 2 heures de temps. Les autorités du Cameroun aussi, les ministres, etc., qui sont arrivés rien qu'à la mi-temps, c'est des problèmes justement qu'il va falloir revoir très vite. Sinon, cette carte qui semblait être sucrée risque de devenir progressivement amère. Oui, c'est quand même bizarre parce que le jour où le président de la République était au stade pour l'ouverture au solennel de cette compétition, tout était vraiment bien classé. Il n'y a pas eu ce genre de problème. Pourquoi ne pas prendre en compte tout ce qui avait été fait ce jour pour que la compétition se déroule, pour que tout baigne dans l'huile? Il faut dire que c'était un peu trompeur, hein, parce que tout à l'heure, vous avez suivi le coach Jean-Paul Akono qui est revenu sur le match d'ouverture. Lorsqu'il dit qu'il a été coincé, c'est pour dire que tout n'était pas bon, c'est arrangé à ce que le retour auprès du président soit bon. Ça veut dire que tous les ministres soient latents, que le stade soit plein, basta. On n'a pas pris en compte de... Vous savez, on n'anticipe pas tellement au Cameroun. Au Cameroun, on essaie de faire plaisir aux gens sans toutefois essayer de voir les véritables problèmes. On parle quand même d'une CAN que le Cameroun aurait dû organiser en 2019. Le Cameroun a eu sa chance, tout à l'heure, Emmanuel Marob le disait si bien, d'avoir eu un galop d'essai qui est le championnat d'Afrique des Nations que le Cameroun a organisé en 2020. On a quand même eu la chance de rôder les effectifs, de rôder l'organisation. On se serait attendu à la consécration avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et on échoue où? Sur des détails. L'accès au stade, c'est un détail. Je veux dire, en principe, c'est incompréhensible. Vous pouvez, en principe, avoir des problèmes, peut-être liés à la connexion Internet, des choses un peu techniques qui ne sont pas du niveau d'organisation, alors du ressort même des pays pauvres et très endettés comme le nôtre. Mais de l'accès au stade, l'accessibilité, je crois que toutes les visites des commissions de la CAF, c'était pour voir si les accès y étaient. On se rend compte que les accès y sont. On aurait dû se préparer. Moi, je pense même que la présidence
présence des bénévoles. Tout à l'heure, il parlait de la commission qu'il a eu dans laquelle il a participé du côté de Douala-Japoma. Je crois bien que le rôle des bénévoles, tout à l'heure, le coach en parlait, c'est aussi de bien orienter. Le véritable problème qu'on a, on a l'impression parfois qu'on est dans les stades, que même ils n'ont pas la bonne information. Moi, je vais quand même les féliciter, je ne vais pas tirer sur eux. Ce sont des jeunes très volontaires, mais je ne dirais pas mal formés. Peut-être n'ont même pas été du tout formés. On voit que même ils balbutient en termes d'information. Et même les gens qui sont à l'entrée, suivez, c'est catastrophique, il dit. Quelle est la loi qui demande qu'un match soit joué à guichet fermé? On ferme les guichets, je crois, sauf erreur de ma part, lorsque le stade est plein. Ou alors, lorsqu'on atteint les quotas, alors quand le chef de l'État est là, ça peut être une mesure sécuritaire inédite, particulière, extraordinaire, de fermer les stades après l'entrée, par exemple, d'un certain niveau de personnalité. Mais vous êtes dans un match sans présence de chef d'État, un match où, moi je peux le témoigner, il était aussi avant moi, le stade n'était pas plein au coup d'envoi. Le stade n'était pas plein au coup d'envoi, il s'est rempli de façon progressive. Pourquoi mettre cette pression de 5 minutes à plus de 2000 personnes qui sont dehors? Je dis, ça aussi c'est quelque chose à revoir. Raison pour laquelle il faudrait que les gens soient bien formés, que la population soit aussi sensibilisée. Je n'ai vu aucune sensibilisation vraiment officielle en disant voilà comment. C'est vrai, peut-être ils se sont contentés à former les journalistes, comment se comportant lors des conférences de presse, comment, mais le citoyen lambda ignore même quelle est l'attitude à adopter pour aller suivre. Oui, mais Franck, je voulais vraiment, si vous permettez, en 30 secondes. Moi, j'ai compris la question de Emmanuel Jonas Kana. En réalité, elle avait trait à la fluidité du transport. Tout à fait. Honnêteté. Donc, tout part de là. Mais évidemment, quand le chef de l'État, il va quelque part, quand les heures qui précèdent son déplacement, il y a certaines mesures de sécurité qui sont prises de telle enseigne, justement, qu'il y a une fluidité dans les transports. Je pense que c'est la question qu'il posait. Peut-être qu'ils auraient dû, en fait, capitaliser dessus. Ils se disent, ok, à chaque fois que les lions vont se produire à Oulébé, considérons que c'est le chef de l'État qui vient et baliser. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas déplacer les mêmes moyens quand c'est... Madame, question d'information, c'est même le gouvernement qui a autorisé à ce que les stades soient pleins. Ils ont pris des mesures spécifiques à cet effet, mais pourquoi ne donc pas prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette masse humaine puisse être sauvegardée? Je pense qu'on est en train de tous dire, on est d'accord sur un point sur ce plateau, c'est qu'on a, on a négligé ce qu'on considère comme des détails. Et pourtant, ce sont les plus importants. Justement, cette fluidité-là, l'accès au stade, c'est le plus important. Ça sert à rien de vouloir que les stades soient remplis si on n'a pas pris des mesures pour que les gens puissent accéder facilement au stade. On a quand même là des personnalités, le président de la CAF qui est resté à l'extérieur, mais c'est un problème, c'est un gros problème. On est au Cameroun, on a bien envie d'être derrière notre pays, de ne pas tirer nous-mêmes, nous tirer une balle sur le pied, mais c'est dur de savoir quand même que hier, M. Moutiepe n'a pas eu accès au stade pour commencer le match, c'est un problème. Et des informations que nous avons, honnêtement, c'est parce que ceux qui ont été mis pour gérer le filtrage ne sont pas, on a l'impression qu'ils ne sont pas briefés, qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Imaginons qu'on doit remplir vraiment le stade d'Omblé, mais c'est 60 000 places, il me semble, peut-être plus. Comment pensez-vous que si c'est un policier qui va gérer tout le temps, ouvrir quelque chose d'automatique où on doit mettre le biais et que ça s'ouvre, il va gérer 60 000 personnes? Ce n'est pas possible, il y a un problème. On a négligé l'essentiel en considérant cela comme étant un détail. Et c'est ça qui a posé problème hier. Je suis d'accord avec Franck. Pourquoi est-ce que quelqu'un décide de dire 5 minutes, on va fermer le stade? Ça n'a pas de sens et ça justifie ce qui s'est passé. Et même les Camerounais aussi, on n'a pas été préparés. On est quand même en train d'organiser une Coupe d'Afrique 60 ans, un peu après, je sais pas, 40 ans ou quoi. 50 ans, c'est plus. Donc on n'est pas habitué aux grands événements. Même le public n'est pas, le logiciel n'est pas encore là. C'est-à-dire que c'est lourd, on pense qu'on va tous entrer, il n'y a pas cette discipline que l'on nous reproche, chacun va entrer à tout moment, on ne sait pas attendre. Vraiment, c'est des choses qu'on prépare. Ailleurs, les gens sont moulés à cette façon de faire, mais chez nous, c'est encore difficile. C'est difficile pour nous mettre à rendre, chacun d'attendre son tour, tout le monde va entrer au même moment. On ne peut pas entrer au même moment dans un stade. Et ce sont ces petites choses qu'il fallait régler avant. Peut-être qu'il fallait sensibiliser les Camerounais, leur dire qu'on a un grand événement qui arrive, on doit avoir une certaine discipline, on doit savoir attendre, on doit savoir et dire aux autres comme c'est
parce qu'il y a par exemple, pour ce qui est des informations que nos reporters, pour ce qui est des parkings, c'était au visu. Si on ne vous reconnaît pas, on ne peut pas garer là. Non, mais il faut comprendre que c'est un match. Tout Camerounais est Camerounais. Vraiment, si on commence à dire que si tu n'es pas ça, tu n'es pas fonctionnaire, tu vas pas garer, on ne s'en sortira pas. Or, ce sont ces choses que l'on a vécues hier, où les gens ne savent pas où garer, où les parkings sont vides, mais on regarde qui, si c'est pas... C'est les petites choses qu'il va falloir revoir parce que on s'approche vraiment vers les matchs qui deviennent de plus en plus importants et les gens ont envie d'aller au stade. Sinon, les catastrophes comme celle-là, on va en vivre encore. Alors, Emmanuel Maroc, moi je vais vous prendre un exemple. Lors de la CAN féminine, la demi-finale Cameroun-Ghana, on a presque vécu ce genre, n'est-ce pas, de scénario au stade où il y avait des millions, mais pas des millions, mais c'est des spectateurs qui étaient dehors, qui ne peuvent pas entrer. À un moment donné, quand on a ouvert le portail, c'était sauvé. Ah oui, évidemment, comparaison et séparation. En 2016, on en a souvenance. Avant que d'intervenir même, je devrais vous rappeler, ça, vous le savez, doyen, que la CAN 2016 d'appellation, la toute première d'appellation féminine, avait été bien organisée. Ça, c'est sûr de tout le monde. Elle a été super bien organisée. Donc, mais après, justement, vous faites bien de le mentionner. Mais j'ai eu dire, à cette époque-là, je peux me tromper de bonne foi, qu'il y avait eu des soucis inhérents aux biais d'accès. Il y avait eu certains biais qui avaient été, j'ai envie de le dire comme ça, multipliés. Et du coup, justement, ceux qui avaient accès étaient en possession des biais et même ceux qui étaient à l'extérieur. Ça a certainement posé problème. Mais Albertine, je voudrais comme je regarde ces images, voilà. On les commente. Ça, c'est de l'incivisme, tout simplement. Vous voyez ce qui est passé. Les images, elles parlent d'elles-mêmes, comme je le disais. Il faut une certaine sensibilisation. C'est de l'incivisme, c'est normal. On aurait même 8 morts, c'est peu. Si on voit ces images, tout pouvait arriver hier. Et ça, c'est, comme on le disait, remettez-nous ces images à l'antenne, s'il vous plaît, la réalisation. On voit très bien, il y a un problème. On a l'impression que beaucoup n'étaient pas préparés à... Madame la directrice, là-dessus, en réalité, ça corrobore mes dires selon lesquels il y avait une cinquaine de minutes de préavis de données. C'est pour cela que tout le monde voulait avoir accès. Ils se sont dit, ben voilà, l'entrée principale, elle est étroite, justement. Ben voilà, compte tenu du fait qu'on a donné 5 minutes, ben les autres vont escalader. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Qui est-ce qui a demandé que l'on observe 5 minutes, qu'après 5 minutes qu'on fermerait? Je pense que c'est ça qui est la clé. C'est le dossier clé. Dès qu'on aura élucidé, autant pour moi, ben on aura justement l'autre pièce du puzzle. C'est très important de le noter. On ne peut pas demander aux spectateurs qui s'amènent d'attendre que 5 minutes après qu'on fermerait. Et c'est justement parce que on leur demande de ne pas rentrer 5 minutes après qu'ils se disent, ben ok, l'entrée étant étroite, mon cher René, ben voilà, trouvons des moyens du bord en escaladant pour avoir accès. Sinon, 5 minutes après, on n'aura pas accès au match. Voilà. Est-ce que ce sont que les agents de sécurité qui manquent? On en a. On peut faire mobiliser, n'est-ce pas, tout ce qu'on a comme élément de sécurité pour essayer, n'est-ce pas, d'éviter ce genre, n'est-ce pas, de drame. Mais là, on n'en voyait pas. Moi, les gens qui escaladent et tout. Mais moi, la question que je pose, en escaladant, quand ils tombent de l'autre côté, ils tombent directement dans le sac? Non. Tel que je vois comment cette sac-là est construit, quand vous escaladez, comme je vois là, voilà, regarde, est-ce qu'ils tombent directement au stade, sur la pelouse? Parce qu'on ne peut faire ça que si l'on tombe directement au stade. Alors, quand ils tombent là, ils vont aller où? Ils vont aller où? Ben, moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais je crois que, vraiment, Emmanuel Jonas Kana, quand moi je vois, je suis déjà, je vais au stade parce que tous les matchs du Cameroun, mais quand je vois l'accès, je ne connais que 2 accès, celui en passant par Loncac, et Toudi, tout ça ainsi de suite, et ensuite celui de l'Omnisport. Celui de l'Omnisport. C'est-à-dire que si tu viens par là, si tu veux sortir, tu passes par celui de l'Omnisport. Voilà les 2 accès que je vois. Et puis je vois 2 entrées. L'entrée que je peux appeler l'entrée présidentielle, c'est-à-dire par où entre les VIP, tout ça, ainsi de suite. Et l'autre entrée, je crois, c'est à presque 1 km ou 2 km plus haut, n'est-ce pas, où c'est tout le monde qui entre, machin, tout ça, ainsi de suite. Et on vous parque, c'est-à-dire là on vous parque, vous pouvez parcourir encore 1 km pour arriver à l'entrée de votre tribune. C'est pour cela que j'ai dit,
est-ce qu'on a formé effectivement ces bénévoles, comme le disait Franck tout à l'heure, est-ce qu'on les a vraiment formés à maîtriser d'abord la configuration architecturale du stade et vraiment, et quand tu vois même les policiers qui sont là, bon, eux te disent que non, passez, allez là-bas, vous demandez, c'est où, allez vous renseigner là-bas devant. Personne ne maîtrise. Personne ne maîtrise. Résultat, dès que vous arrivez quelque part, fatigué de marcher, vous dites, bon, moi je vais donc entrer par ici. Donc il y a eu ce drame-là hier, et surtout en disant que bon, dans tant de temps, on va fermer les portes d'accès au stade. C'est encore une erreur. C'est encore une erreur. Vraiment, Alors, avec Mbitchaka, j'espère seulement qu'on n'ira pas jusqu'à... Au-delà de ce qui est arrivé hier au stade de Lembe, il faut dire que l'organisation générale de cette compétition doit être revue vraiment avec beaucoup de sérieux et beaucoup de professionnalisme. Oui, avec Mbitchaka. Revue, peut-être réajustée, hein, parce qu'on pourrait encore revoir, on est déjà au niveau des huitièmes encore. Oui, réajusté. Même si je pense aussi qu'on ne peut pas faire comme si ce qui arrive au Cameroun c'est de l'inédit. Même les cannes précédentes, on a enregistré des couacs, des erreurs, beaucoup de choses qui n'étaient pas au point. On a vu ça au Gabon, on a vu ça partout. C'est pas comme si c'était... Mais on est au Cameroun et on aurait voulu avoir quelque chose de plus fini, de mieux préparé. Mais c'est pas le cas jusqu'ici. On peut encore ajuster. Le Cameroun, je pense, va jouer à Japoma pour son prochain match samedi. C'est l'occasion de... Même si je pense que Japoma, les accès me semblent mieux travaillés et mieux préparés. Madame, il paraît que c'est pratiquement les mêmes problèmes à Japoma. Ah bon? Les mêmes problèmes d'accès. Mais les accès quand même me semblent mieux préparés. C'est vrai que pour l'instant, il n'y avait pas encore aussi le match. J'ai entendu les gens de Douala dire que Japoma encore c'est pire, surtout si les Lions, comme on dit, vont jouer les quarts de finale par là-bas. Mais on a intérêt à réajuster. Il faudrait vraiment que les gens se prennent des dispositions assez particulières. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je pense que nous-mêmes en tant que public, spectateurs, on doit prendre des dispositions, être vraiment des attitudes comme celle-là. Si on n'a pas eu accès au stade, on rentre à la maison. Vraiment, on rentre à la maison. Il n'y a pas de quoi sauter, prendre des risques comme cela, mourir parce qu'on va aller voir le match. On rentre et puis on fait notre sortie comme on le fait tout le temps sur le net. On accuse, on dit on n'a pas eu accès au stade. Vraiment, on n'a pas besoin de faire ce qu'on a vu là. Je pense qu'avec ce qui s'est passé, nous-mêmes, les spectateurs, on doit prendre nos responsabilités. Ça commence par nous. Maintenant, bien sûr, le COCAN et tout le comité d'organisation ont également le rôle à jouer. Il faut qu'ils prennent des dispositions pour que les gens puissent accéder facilement au stade. Que les gens qui sont placés, il me semble que ce sont des éléments de force de l'ordre, aux entrées, qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire. L'autre problème, c'est qu'il y a des gens qui ont des billets VIP, qui se retrouvent à des places ordinaires, des gens qui ont des places ordinaires, qui se retrouvent au niveau VIP. On ne sait pas comment ça se passe. Vraiment, les matchs, ça devrait être des événements agréables. On va ailleurs, on y va avec des enfants. C'est pas possible, il n'y a pas de sécurité. Parce qu'on ne sait pas. En allant au match même, c'est comme si on allait en guerre. On ne peut même plus, on peut pas aller en famille. C'est compliqué parce que vous avez pris sur vous d'avoir un billet qui vous permet d'être dans certaines conditions et vous vous retrouvez largué quelque part. Non, il faut que l'on travaille quand on voit des jeunes enfants qui partent comme ça, quand on regarde les jeunes enfants comme ça. On devait peut-être y arriver, mais la réalisation nous y amène. On a commencé à un peu recouper pour mettre quand même des visages sur les personnes qui sont décédées hier. Des sources policières, on a déjà quelques noms qu'on a pu avoir sur les 8 personnes décédées et quelques visages comme ce que vous avez vu là. C'est, je crois, l'un des plus jeunes décédé hier qui avait 6 ans. Une dame qui est là. Une dame aussi qui est décédée. Donc on a Zingandongo lui, Père Zingandongo, Ngandongo Marie, Messia Tongana, Claude Eyenga Bernabette, Bilogue Ambassa 6 ans, c'est le plus jeune décédé hier, Benyene Erika, Ebanek Bernard, Chouansi,
Voilà donc quelques visages des personnes qui sont malheureusement décédées. On disait 8 morts et 37 blessés. Alors, c'est ce que Albertine disait. Je vais un peu mettre d'eau dans son moulin. Moi, j'étais à la finale à Souléré au Nigeria, la finale Cameroun-Nigeria. Alors, nous sommes arrivés au stade. Les spectateurs étaient plus de 50, déjà, je ne sais pas exagérer, plus de 50 000 spectateurs dehors. Alors que le stade, les travées étaient déjà complètement occupés. Complètement. Donc il n'y avait même plus d'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un speaker qui a pris, n'est-ce pas, son woofer ou le micro pour dire aux gens, rentrez chez vous, vous ne pouvez plus accéder, vous ne pouvez plus accéder au stade. Parce qu'il n'y a plus possibilité, n'est-ce pas, d'entrer. Donc les gens sont mis, n'est-ce pas, à rentrer. Donc ce qu'elle dit est vraiment plausible. Exceptionnel. Honnêtement, évidemment, vous avez de l'expérience, vous êtes un doyen. D'ailleurs, je me réjouis, vous me faites honneur d'être avec vous sur ce plateau. Vous dites des choses pertinentes. C'est d'ailleurs ce qui se fait, et c'est les idées, le coach Manouche le sait, les idées de fan zone, en réalité. Parce que justement, on se rend compte que les stades, notamment les stades comme le Stade de France, certes, il n'est pas exigu, c'est 80 000 places. Avant la pandémie à Covid-19, on savait qu'il y avait pas plus de demandes. Donc pour un match aussi capital, équipe de France, etc., on a 80 000 places assises, mais on a 120 000, 130 000 demandes. Et qu'est-ce qu'on fait justement quand le stade est plein? C'est ça les idées des fan zones, c'est ça les idées des endroits où justement on peut avoir l'impression que nos stades, mais sur l'écran géant, on vit le match. Vous faites bien de le mentionner. Mais en même temps aussi, j'aimerais peut-être pas que vous restiez en Afrique. Moi je me suis réjoui justement du propos de madame la directrice de l'information là-dessus. C'était un peu d'aller un peu plus loin. Ne noircissons pas le Cameroun, évidemment, les choses ne sont pas bien faites. Mais catastrophe Fouriani, on en sait quelque chose. Match Bastia-Marseille, c'était un truc comme ça. La catastrophe du Ezel, dont on parle, avec Liverpool. Donc le Cameroun n'est pas l'apanage justement de cet événement, de ces incidents malheureux. Même si, en nous apprêtant, je suis d'accord à faire la caisse avec madame la DI, avec vous aussi, même si en nous apprêtant, on aurait dû en réalité éviter ça. Il y a deux choses. Et Magnus a dit des choses, une chose qui est fondamentale. Je pense que le ministre en charge des sports, peut-être le président de la FECAFO, le docteur Samuel Eto'o, vont certainement s'y atteler. Parce que j'ai jamais vu, on a couvert les événements en Égypte, etc., à travers l'Afrique et même dans le monde. On ne peut pas se permettre justement d'avoir un dirigeant à la hauteur d'un président de la Confédération africaine de football qui s'amène à assister à un match et qui soit coincé dans les embouteillages. Parce que le cahier de charge mentionne ça, la fluidité des transports. Ça risque d'être un problème. Heureusement, quand la CAF et le Cameroun, c'est jeté moi non plus, nous en sait quelque chose, mais on va essayer de résoudre ça. Sinon, il le disait, peut-être de manière légère comme ça, mais il lançait des choses. Le stade olympique pourrait, pourquoi pas, être suspendu avec les images que l'on voit, c'est pas très sympathique. Il faut déjà des communiqués dessus et peut-être des excuses en backstage, voilà, pour éviter ça. Alors, Franck Beck, Oui. probablement, en perspective, des sanctions sévères envers le Cameroun. Je ne sais pas si c'est envers le Cameroun. Je crois que le Cameroun n'organise pas la CAN. Le Cameroun abrite la CAN. La CAF en est aussi responsable. Mais la sécurité... Non, je veux dire au Cameroun. Non, je voulais dire les responsabilités doivent être partagées. Le Cameroun... Qu'est-ce que la CAN viendrait faire à Olembe hier, par exemple hier, pour prendre des dispositions sécuritaires? Qu'est-ce que la CAF devait faire hier, là, séance tenante? Je vous explique. Tout à l'heure, il a bien fait état du fait que il faut déjà anticiper en mettant sur pied peut-être des fan zones non loin du stade. Parce que, déjà, première chose, comment se fait-il? Les gens qu'on voit escalader, ça, il faudrait que je le dise au coach. La majorité avait des biens. Ce ne sont pas des badauds qui sont à l'intérieur à l'extérieur, ça il faut le dire. Parce que tout à l'heure, le coach Manus posait la question, lorsqu'ils veulent escalader, comment ils vont faire pour entrer? Non, ils veulent tout simplement traverser la première barrière de contrôle. À l'intérieur du stade, ils vont présenter leurs tickets. Ils ont même des tickets avec des tests Covid. Ça, il faut dire. Mais non, il faut également relever, Franck Beck, que la CAF travaille en étroite collaboration avec le COCAN. Non, je voulais attirer notre attention sur une deuxième fait. Une fois cela dit, ça démontre une autre chose. Un stade qui a une capacité, je crois, de 60 000 places. Pourtant, la jauge, on a parlé d'une jauge de 80% pour les matchs du Cameroun. Pour les matchs du Cameroun. Ça veut dire qu'une fois 50 000 billets vendus, on ne devrait plus vendre un surplus de billets.
Quand vous voyez ce stade qui était rempli hier, avec plus de 20 000 personnes dehors, il y a problème. Je ne veux pas qu'on tire uniquement sur le Cameroun. Même la CAF, pourquoi elle produit autant de biens alors qu'il ne devrait pas être produit? Ça, il faut le dire, parce que pour un match qui a besoin de 50 000 billets, s'il y a 70 000 billets dehors, ce n'est pas sérieux. Parce que s'il y a 70 000 personnes qui ont des biens, moi je me mets à la place de quelqu'un qui a acheté son ticket VIP, il a 10 000 francs qu'il a dépensé. C'est trop facile une parole du speaker qui dit allez à la maison, allez à la maison. Non, c'est trop. Il va à la maison et vous allez lui restituer ces 10 000 francs. Emmanuel, il a tapé plus. Et quand vous venez en retard, il y a tout ça. Il ne peut pas venir en retard, je vous dis. Ils arrivent souvent. Quand vous venez 5 ou 10 minutes avant, ou 30 minutes avant même, il y a un problème, n'est-ce pas, d'accès qui se pose avec acuité. Messieurs et les Emmanuel, comme vous êtes tous les deux, Emmanuel Maroc et Emmanuel Jonas, je vais vous dire, ces gens quittent souvent leur domicile, il y a un match à 20h. Quelqu'un quitte son domicile à 16h, disons même à 15h. Il a parlé des bouchons. Quand ce ne sont pas les bouchons, quand vous n'êtes pas dans les véhicules comme lui et moi, nous étions, on peut le dire, des privilégiés, vous tapez 5 km de marche à pied. Quand vous arrivez au stade, vous trouvez ligne. Quand vous croyez que vous êtes vite arrivé, vous êtes là à 17h30, vous vous rendez compte que vous êtes peut-être la 6365e personne qui devrait être servie. Il y a 6 000. Et les personnes, et ces gens-là s'amusent à regarder votre test Covid, ils le retournent, ils vous disent, est-ce que vous êtes sûr que c'est normal? Ils prennent tout leur temps et vous patientez plus de 2. Quelqu'un qui est là, il est debout depuis 17h. Il a fait 5 km à pied. Il a dépensé 10 000. Et à 19h45, on lui dit, bon, monsieur, vous pouvez rentrer. Je trouve que c'est pas très évident. Il fallait qu'on anticipe. Raison pour laquelle moi je parle, le Cameroun a ses limites, mais même la CAF, il ne faudrait pas la dédouaner sur le coup. C'est un problème d'organisation générale. Moi je le dis, le Cameroun a peut-être joué, même la CAF, le patron de la CAF qui est bloqué dans les embouteillages, mais c'est son problème. C'est lui qui organise la compétition, désolé. C'est lui qui organise la compétition. C'est à la CAF de prévoir aussi qu'est-ce qu'ils sont alors venus faire quand ils parlaient d'inspection. Leurs inspections devaient prévoir tout cela. Lorsqu'ils voyaient des voies d'action, ils devaient dire, monsieur le Cameroun, voici lequel. C'est même une bonne chose qu'ils soient bloqués dans les embouteillages. Je crois que ça va. Là, Frampec dédouane complètement le Cameroun, hein, dans le cas. Complètement. Hein. Que ça, c'est l'histoire du Cameroun. Cette histoire ne concerne pas uniquement. Non, ne concerne même pas la CAF. Oui, je le sais, très patriote. J'aurais fait pareil, mais il y a des choses quand même. On parle de cahier de charge. En réalité, évidemment, c'est la CAF qui organise l'événement. C'est pareil, justement, vous organisez votre mariage, mais sauf qu'il y a une arène, il y a une salle dans laquelle vous l'organisez. Et le Cameroun, c'est la salle, justement. Et quand le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est la salle, c'est au Cameroun de vous dire, il y a la lumière X, il y a la sécurité, il y a les toilettes, il y a ceci. C'est au Cameroun de vous le dire. Mais vous qui organisez votre mariage, de vous assurer qu'il y a ça. Vous assurez tout simplement. Donc, et comme le coach Magnus l'a dit, le volet inhérent à la fluidité des transports n'incombe pas à la CAF, en toute honnêteté. Ce que la CAF regarde quand la CAF vient faire les inspections, c'est les infrastructures, justement. C'est les gros œuvres, c'est les hôtels, etc. Mais sauf que la CAF se rassure que les routes sont super sympathiques et que entre les hôtels, etc., les distances sont respectées. Tout simplement ça. Entre deux villes, justement, il faut une distance de moins de 200 km, sinon vous déplacez en moyen aérien. C'est exactement ça. Donc le volet sécuritaire, le volet fluidité n'incombe pas à la CAF, Franck. C'est vous qui dites. Non, le volet sécuritaire n'incombe pas. Le volet transport n'incombe pas à la CAF. Peut-être les bus, évidemment. Voilà. La qualité des bus. Même pas les bus. Mais la CAF va. Mais attendez. Ils vont pas dépasser. Ils vont transporter les bus de l'Égypte. La CAF organise. Mais au moins la qualité, n'est-ce pas, des bus. Mais la qualité des bus, c'est un Et contrôle à la CAF. Mais le gouvernement camerounais n'a pas dit ici que jusqu'aux voitures, on n'a pas éliminé certaines voitures défectueuses dans ce pays. Absolument. C'est les mesures que la CAF a édictées au gouvernement camerounais pour sa part, n'est-ce pas, d'organisation. Il faut dire même que au niveau des hôtels, la CAF avait un droit de regard dessus. Hein. C'est la CAF qui a homologué toutes les infrastructures hôtelières. Madame Tamant, moi ce que je vais dire avant de revenir à la question, grand frère Emmanuel,
c'est qu'il ne faut pas faire comme si toute la compétition est un problème. Hein. Vraiment, en même temps, c'est un incident, il est malheureux, mais ce n'est pas comme si jusqu'ici, on n'a pas une belle canne. Vraiment, il faut qu'on se le dise. Le Cameroun est en train d'organiser une belle canne. On a eu un incident malheureux qui est survenu hier, mais on est à organiser une belle canne. Vraiment, tout ce qu'on dit, on a de beaux hôtels. Il y a des équipes qui sont arrivées, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas le temps, on en a proposé d'autres. Ce sont Dakar est venu, ils ont fait leurs inspections, les hôtels sont au point, les stades sont au point. Maintenant, on a cet incident, il y a des morts, il faut qu'on réajuste. Mais on ne va pas faire comme si jusqu'ici, on n'avait pas une belle canne. Il ne faut pas faire comme si le Cameroun a raté son organisation, ou même le COCAN. Tout se passait bien jusque-là. Il y a encore quelques jours, ici, on était en train de parler de la vacuité des stades. Les stades étaient vides. Aujourd'hui, on se plaint parce que les stades commencent, il y a trop de gens qui rentrent au stade. Donc, on est dans un contexte difficile à gérer. Il faut reconnaître que le Cameroun organise une compétition dans un contexte tout à fait difficile. Il y a le Covid, il y a la pression de la CAN. On sait tous que l'on ne voulait pas que le Cameroun organise cette compétition. Il y avait trop de pression pour que le Cameroun n'organise pas cette CAN. Et lorsqu'on voit les réactions même dans certaines chaînes internationales, aujourd'hui, on comprend que jusqu'à présent, les gens ne sont pas contents de voir le Cameroun organiser cette compétition. Donc, pour moi, c'est un accident même malheureux. Il faut réajuster, mais il ne faut pas faire comme si, de façon générale, il y avait de gros problèmes d'organisation. Non, le Cameroun, jusqu'ici, a organisé une CAN que, vraiment, aussi pessimiste que l'on soit, on peut dire acceptable. Et là, c'est vraiment, je suis pessimiste. Une belle compétition en termes d'organisation. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'il y a eu le mal. On a de belles équipes, des stades et tout ça. On réorganise juste parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas prévu l'affluence, les gens qui vont gérer ces questions de billets. Ça, ce sont des détails qu'on a peut-être manqués, mais vraiment, il ne faut pas faire comme si la compétition c'est vrai, mais c'est des détails-là. Jean-Paul Akono, je suis d'accord. Déjà, on a suivi sur ce plateau l'intervention du sélectionneur de la Gambie, c'était hier ici. Alors, il s'est plaint d'un certain nombre de choses. Mais nous disions sur ce plateau que c'était des faits divers, que c'était des problèmes périphériques, alors qu'il n'en est rien fondamentalement, Franpec. Oui, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, parlant de cette réaction, de discuter avec monsieur Danny Klizen, qui est un entraîneur belge, qui a travaillé au Cameroun pendant plusieurs années. Pour que les gens qui nous suivent soient au même niveau d'information que nous, vous pouvez rappeler les faits, pourquoi l'entraîneur comorien Gabien. En fait, oui, la Gambie qui, bien sûr, est actuellement logée du côté de l'Ouest. L'équipe va bien sûr prendre a joué hier face à la Guinée et elle est logée du côté de l'Ouest, de Bafang pour être précis. Leur entraîneur a décrié les conditions de vie et même le niveau de confort qui était réservé à son équipe. Il est revenu par exemple sur le fait que plusieurs de ses joueurs partageaient la même chambre. Il est allé même jusqu'à dire 6 joueurs par chambre et même le même sanitaire. Il a aussi décrié la distance entre le stade et l'hôtel. Il a décrié un certain nombre de choses. On a estimé que c'était trop. 6 joueurs dans une chambre, même un dortoir je vais être poli, de personnes sans importance n'est pas entretenu de cette manière. En gros, il faut dire qu'après sa sortie, la CAF a botté en touche, c'est dire le directeur de l'hôtel aussi, beaucoup de personnes. Et il faut le dire, parmi ces personnes, je vous en parlais, il y a Danny Klizen qui est un entraîneur, qui m'a fait savoir que lui, il a travaillé à l'Ouest. Un entraîneur belge, comme Tom Senfield aussi. Il a travaillé du côté de Lyon, blessé de Foutouni. Il me dit qu'il n'en est rien. Lui n'aime pas ce qu'on appelle entre guillemets le sabotage. Et le voilà à l'antenne. Hein. Lui, ça c'est l'entraîneur Tom Senfield. Danny Klizen dit qu'il a travaillé il n'existe pas cette distance entre des stades et des hôtels. Il dit que c'est impossible. Quand on met trop de temps, on peut mettre 45 minutes. Peu importe le niveau d'embouteillage, primo. Et il a aussi parlé même de l'hôtel que l'autre évoquait. Il dit qu'il n'a pas passé la nuit là-bas, mais il ne comprend pas comment un hôtel qui n'a pas de problème peut aller mettre 6 personnes à l'intérieur. Lui, il a trouvé qu'il y avait de l'exagération. C'est vrai qu'il m'a dit des choses en off, peut-être que je ne vais pas dire. Mais en gros, il dit que ce monsieur a une dame envers la CAF. Et le Cameroun même en particulier. Il m'a dit que ce monsieur a voulu à un moment donné entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Bref, là-bas ce sont des indiscrétions. Bon, parlant de ces problèmes, une chose est quand même sûre, on l'a dit hier sur ce plateau, il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis d'accord que ce monsieur a fait peut-être de l'hyperbole
en essayant d'engrandir les faits. Il parlait peut-être de 6 personnes dans la chambre parce que peut-être 2 de ces joueurs ont eu à partager le même sanitaire. Il a fait un peu de l'hyperbole. Ça, je peux le comprendre, mais il est allé un peu trop loin. Mais lorsqu'il y a des faits, déjà, Albertine disait que la CAN est sucrée. C'est une belle CAN. Elle est très bien organisée. Je suis très chauvin, c'est vrai, mais il y a beaucoup de couacs. Quand il y a beaucoup de couacs, des couacs en cascade, on ne peut plus parler de CAN sucrée. Elle n'est pas encore amère, mais pour le moment, elle a déjà un goût fade. Ça, je vais le dire. Quand les couacs quittent déjà le stade, parce que peut-être on va en parler après, le stade, on voit déjà que les données semblent même biaisées dans les stades. Ça quitte les stades, ça arrive au niveau des faits divers. L'Algérie se plaint de la qualité de la pelouse, on dit que c'est pas sérieux, n'a rien à dire. Sadio Mané se plaint des heures de programmation, on dit qu'il ne raconte rien. Le code de la Gambie se plaint du logement, on dit que c'est rien. Il y a des catastrophes, il y a un incident, on dit que c'est rien. Non, ça fait un peu trop. Pour le moment, je crois qu'on peut encore sauver cette CAN parce qu'il y a encore quelques matchs. On a encore des 8e de finale des quarts. Vivement que le Cameroun se ressaisisse pour qu'il y ait plus de manquements d'ici la finale. Parce qu'au moindre nouvel incident, je vous dis, ça sera une CAN amère qui sera vécue jusqu'au 6 février prochain. Emmanuel. Oui, je partage ce que dit Franck. En réalité, j'aimerais, permettez-moi, que la rédaction me permet de répondre un peu à Madame la directrice de l'information. Oui, évidemment, Madame la directrice, tout n'est pas rose. Évidemment, ça ne vient pas de vous. Je veux dire, nous qui croyons au Seigneur, on le sait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais il me semble que les détails auxquels vous faites allusion, je me réjouis bien que vous me parliez toujours de ce vocable, cher aîné. Le détail donc, c'est celui-ci qui ne doit pas exister. C'est que le président de la CAN soit bloqué dans un bouchon. Ça n'est pas possible, ça n'est pas admissible. Même si les stades sont de dernier cri, même si les stades sont mieux que les stades de France, etc., entre guillemets, ben c'est des détails justement dont il faut tenir compte. Après, oui, tout le monde est d'accord, cher aîné, on peut réajuster, mais voilà, retenons somme toute quand même, quand on est sur un plateau aussi sympathique et sérieux que celui de Bignos à parler de la CAN, c'est bien que nous en parlions pour que justement nos paroles ne soient pas vaines, pour que nos paroles portent et qu'on puisse se réajuster. En même temps, je suis d'accord avec Madame la directrice là-dessus. D'ailleurs, je l'ai dit, mais le Cameroun n'est pas l'apanage justement de ce genre d'événement. Manu certainement était, vous aussi, en 2010 en Angola. Voyez-vous, c'était pire que ça, mais voilà, la CAN a continué. Mais ça n'a pas empêché les Angolais de ne pas abriter cette CAN. Mais il y en avait eu de pire, c'est-à-dire des coups de feu, etc. Certains sont passés de vie à trépas, parce que justement la sécurité cette fois-ci avait été ébranlée. Mais nous on continue, voilà, nous on continue, bon gré, mal gré, à l'organiser. Mais il était de bon ton quand même, mon cher aîné, que nous en parlions pour que justement ces détails-là, peut-être qu'une fine, d'ici le match prochain, ben voilà, celui de ce soir déjà, Maroc-Malawi à Fandena, ben voilà, qu'on connaisse ce genre de choses. Mais rappelons somme toute aussi que quand les Lions se déplacent, forcément à Olembe, parce qu'il y a aussi ça, ce pan de la chose dont il faut tenir compte. Olembe, évidemment, on en a parlé, et on a dit à un moment donné qu'Olembe n'était pas prêt, etc., etc. Mais les autorités camerounaises, justement, ont démontré le contraire, et du coup, Olembe attire de la convoitise. Olembe est un peu comme, voilà, du miel qui attire les abeilles, c'est exactement ça. Donc, on a envie d'y aller par curiosité, évidemment, c'est parce que les Lions s'y produisent, et on peut avoir ce genre d'incidents. Réglons-nous avant la fin de la fête, c'est-à-dire le 6 février prochain, mais somme toute quand même, au-delà des détails, certaines choses sont en train d'être bien faites. Je suis tout à fait d'accord avec Madame la directrice là-dessus. Voilà, c'est une édition spéciale, il faut que vous le sachiez, de CAN au quotidien par rapport à ce qui s'est produit hier au stade d'Olembe. Quand il y a mort d'homme, c'est un problème assez sérieux. Jean-Paul Akono, je crois qu'on va clôturer cette page triste pour reprendre les 45 prochaines minutes qui restent pour parler au moins des jeux de football. Le Cameroun a été qualifié, somme toute, pour les quarts de finale. Merci Madame d'avoir répondu présente à ce plateau. Merci. Et je vais vous dire que votre contribution a été excellente. Merci, merci beaucoup. Jingle s'il vous plaît.
Retour donc sur ce plateau pour parler déjà du match d'hier. Enfin, le Cameroun a composté son ticket pour les quarts de finale. Maroc n'est pas habitué sur ce plateau. On va d'abord lui faire la passe. Il nous parle vraiment de cette rencontre Cameroun-Comores hier au stade de Lembe. Mais je vais vous dire, il y a un internaute, n'est-ce pas, qui a écrit Cameroun-Comores, c'était un match chakala ourlo. Ça, c'est ce qu'il a écrit. Hein? Un match, c'est pas ce que ça veut dire. Match worlo. C'est pas ce que ça veut dire. Emmanuel Maro. Cher ami, vous faites porter un lourd fardeau que je prenne la parole devant. Non. Nous sommes conviviaux sur ce plateau. Hein? Il n'y a pas de protocole sur ce plateau. Je pense que là, je ne rentre plus à Douala. Je vais rester ici à B-News parce que c'est un honneur que vous me faites devant un pachyderme du sport, du foot. Mais après, oui, bon, je vais apporter un élément de réponse à ma façon. Le coach va me corriger. Non, déjà, avant le match, hein, on s'était rendu compte, et tout le monde, même les aveugles, même ceux qui n'ont jamais coaché comme le coach Magnus, savaient que le problème était au niveau de la charnière. Parce qu'en 3 matchs, évidemment, le sélectionneur nous avait pondu 3 charnières. Ce qui, dans le foot, quand même, moderne de surcroît, demande un questionnement. Surtout quand on est en phase finale d'un tournoi. En championnat, encore, on pourrait comprendre. Voilà, le championnat se joue sur 6 mois, 7 mois. On peut avoir des doublures blessés, etc. Mais quand on nous pond dans plein tournoi, 3 charnières différentes, ça posait problème. Après, évidemment, un match comme celui d'hier, je pense que les Lions, peut-être qu'ils n'ont pas été condescendants, mais ça ressemblait un peu à ça. Parce que les Lions, j'ai l'impression, sous le contrôle encore une fois de l'entraîneur, de l'ex-entraîneur des Lions indomptables, les Lions généralement montent en puissance, peut-être en fonction de l'adversaire. Donc, ils savaient qu'in fine, advienne que pourra, qu'ils remporteraient ce match. Ça a été fait, mais on aurait pu aussi, Emmanuel Jonas Kanga, se faire surprendre, n'eût été la maestria du portier André Onana. En toute honnêteté, moi j'ai une estime inestimable, passez-moi la tautologie pour André. Je pense qu'il fait partie de la crème des crèmes, sinon le meilleur, de par son jeu ambidestre. On retrouve très peu de gardiens, même Emmanuel Neuer, qui est de la génération intermédiaire entre les gardiens de ligne et les gardiens qui jouent avancés, mais ne peuvent pas se servir des 2 pieds comme André. Il nous a sauvés. Après aussi, Aboukari, il a répondu présent, ça c'est de manière ramassée comme ça, mais on aurait souhaité quand même que les Lions indomptables, c'est ce que j'ai constaté, je vais finir par là, se sachant jouer, sachant que les Lions étaient en infériorité numérique, en supériorité numérique autant pour moi, et que le gardien des Comores, entre guillemets, le latéral reconverti gardien de but, n'avait pas un super gabarit. J'ai pas compris à un moment donné, peut-être le coach va nous l'expliquer, que les Lions aient voulu cela jouer à la baballe, alors que moi, si j'avais un conseil à leur donner, j'avais été à la place de Concessant, je leur aurais demandé de faire des centres en veux-tu en voilà, compte tenu du fait que le gardien déjà n'avait pas un super gabarit et que c'était pas un gardien de but. Donc je me suis questionné un peu à chaque fois en tribune de presse, je me levais, je discutais avec certains pour leur dire que je ne comprends pas. Bon, mais in fine, on a remporté le match, c'est ça qu'il faut retenir, mais il faut toujours, comme je m'allais dire, d'ailleurs tout le monde s'accorde à le dire, il faut des réajustements, parce que dès les quarts de finale, heureusement qu'il y a la Gambie, le Cameroun peut passer, mais dès les demi-finales, mon cher René, ce seront au pluriel d'autres paires de manches. Alors, je dis là, Fampek, que les Lions se qualifient sans panache. C'est écrit, hein? Non, c'est pas vous qui le dites. Mais je crois que c'est une évidence. Emmanuel a bien fait de le dire. Le Cameroun, pour revenir un peu sur le contexte, affrontait des Selakantes qui avaient déjà été privés de 12 de leurs éléments à cause de la Covid. La veille, en fait, le jour du match, on apprend quand même qu'ils ont quand même une petite lueur d'espoir parce que l'un des gardiens serait testé négatif le jour de la rencontre. Mais la CAF nous ressort quand même cette dérogation assez exceptionnelle qui demande que même lorsque vous êtes négatif, vous avez besoin de 48 heures de quarantaine, question de suivre encore des examens complémentaires, ce qui prive la formation des Comores d'un gardien de but de métier. On retrouve qui dans les buts? Je crois que c'est Aladour. Aladour, ce joueur d'Ajaccio latéral qui n'avait pas encore disputé la moindre minute dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Emmanuel en parlait. C'est quoi Aladour? Parce qu'il faut le dire, peut-être on dit que c'est pas un gardien.
au-delà qu'il ne soit pas gardien, il ne fait qu'un mètre 72. Ça veut dire, même s'il avait été un gardien de but, ça devait être un gardien de but extrêmement court. Il n'existe plus dans le football moderne. Un gardien de 1m72. Je vais dire les Campos, c'est qui étaient les petits gardiens à l'époque, ce profil n'existe plus. On a des gardiens maintenant comme les Andro Onana, les Ter Stegen, les Thibaut Courtois, les Neuer, des gardiens très grands de plus de 1m90, voire même 2 mètres. On a un gardien aussi, d'un gabarit aussi frêle, qui n'est pas entraîné. Le match commence, on dit un malheur ne venant jamais seul. Carton rouge au capitaine de la formation des Comores. À ce moment donné... C'était un coup de massue. Hein, un véritable coup de massue, surtout que nous qui suivons le match, on s'est vraiment dit que l'arbitre n'a pas usé de psychologie. Pourquoi? Lors du match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso, il y a une action similaire. Faye a été victime d'un attentat d'un défenseur du Burkina Faso. En principe, la sanction devait être le rouge. C'était vraiment rouge. Absolument. Mais l'arbitre, qui est un psychologue, vous êtes en train d'officier le match d'ouverture du pays organisateur face à un autre pays qui a aussi eu des cas de Covid avant la rencontre. Les étalons avaient aussi perdu certains de leurs joueurs. Vous donnez un carton rouge en moins de 10 minutes, on va crier au scandale. Tout à fait suivant Mondovision, vous pouvez passer dessus si ce joueur n'est pas, même si son intégrité physique n'a pas été entamée. Ouais. C'est le cas avec M. Ngamalu. Il y a eu contact, on a marché sur sa cheville. Primo, ce n'était pas volontaire. C'est vrai que le geste était très grave, mais ce n'était pas volontaire, il ne faut pas enlever. L'arbitre aurait pu sortir la petite biscotte jaune, ça n'aurait fait du mal à personne. Sanction, les garçons jouent sans gardien. Les garçons jouent 112 joueurs. Les garçons jouent sans leur coach. Il faut le dire, lui-même, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il joue avec une équipe très remaniée. Vous les privez encore d'un élément. Mais à un moment donné, quand on peut peut-être tirer sur les Lions ne sont pas des robots, mais mentalement aussi savaient qu'ils jouaient face à une équipe très amoindrie. Ils ne sont pas des gens qui viennent torturer leurs adversaires. Il y avait quand même, qu'on le veut ou pas, une petite dose de compassion. Je comprends peut-être, nous tous on se dit pourquoi ils ne tiraient pas. Moi je me suis dit à un moment donné qu'ils étaient compatissants. Ils savaient qu'il n'y avait pas de gardien de but. Chaque frappe hors de la portée du gardien devait faire but. Regardez, l'unique frappe cadrée de la première période d'entrée, on salue ce gardien, mais le but de Toko Ekambi, si ça avait été un gardien de métier, il le prenait. La frappe était molle. Il n'a pas des appuis, on le comprend, parce qu'il est gardien. Il a fait de beaux arrêts sur les balles qui étaient sur lui. Mais si on frappait quelques petits ballons à côté, ça devait entrer. Regardez le but d'Abouaka. Il prend le temps d'abord de faire une petite feinte. Il sait que c'est pas un garçon entraîné, il va céder. Les Camerounais, au-delà du fait qu'ils n'aient pas tiré, ce qui nous a énervé, c'est aussi l'attitude. On n'a pas vu une équipe concentrée. Il parlait de la charnière défensive. Ce milieu de terrain qu'on avait demandé avec Choupo-Moting un peu en pivot, lui-même ne nous a pas donné entière satisfaction hier. Parce que le Cameroun ne s'est pas procuré autant d'occasions. Des statistiques de fin de match nous disent que les Félakans ont cadré 7 frappes, le Cameroun en a cadré 6. Ça veut dire qu'ils ont eu plus de frappes cadrées. Il parlait d'Andro Nana. Je crois que c'est l'un des meilleurs, ou alors le meilleur match d'Andro Nana depuis le début de cette CAN. Il a enrayé des occasions vraiment exceptionnelles. Je me souviens de ce double arrêt en première période avec cette main ferme sur cette balle, cette frappe. Vraiment, il a été d'un talent exceptionnel. Vous savez, moi j'ai toujours, dans le débat Andro Nana, je dis toujours Camerounais, je vous en prie, vous ne savez pas quel bijou vous avez au goal. C'est un gardien exceptionnel. Moi, je vous dis, on lance souvent Manuel Neuer et Ter Stegen, mais je ne suis pas sûr qu'il joue parfaitement des deux pieds. Il joue un jeu au pied, mais il a une précision. Et moi, je me suis même dit, Emmanuel, pour faire la petite blague avant de laisser la parole, que j'ai l'impression qu'on a donné trop de consigne à Andro Nana de ne pas un peu surjouer avec ses pieds. Parce qu'on en a été capable de marquer un but au gardien adverse au regard de la qualité de son jeu de pied. Il aurait pu enlever une frappe peut-être à l'entrée des 18 mètres qui devait tromper son homologue de l'autre côté. En gros, les Lions se qualifient au terme d'un match poussif, pas dominé et surtout, on encaisse quand même face à une équipe réduite. Alors Jean-Paul Akono, sur le plan purement technique, parce que c'est vous, le spécialiste de ce plateau, sur le plan purement technique, qu'est-ce que vous avez observé hier, Cameroun-Comores? Je croyais que vous alliez me poser d'abord la question pourquoi j'ai de fait rire les interfaçons de Frampec. C'est que le gardien à la Doue, à un moment donné,
on ne peut pas avoir l'image ici. Où il a mis les mains derrière. Au deuxième but, justement. Au deuxième but, il a le reflet d'un défenseur. Il a le reflet d'un défenseur. Il croyait qu'il était défenseur. Déjà même, coach, il n'était même pas habillé comme un gardien. Mais on n'a pas vu. Même son dos, un maillot. Vous n'avez pas vu qu'on a seulement écrit le 3 sur le 16. Et puis on a fabriqué le maillot de tout ça, ainsi de suite. Alors, c'est ce ballon d'Aboubacar. Il aurait pu sortir et faire la raquette comme tout bon gardien. Certainement qu'Aboubacar n'allait pas marquer ses buts, surtout encore qu'il avait fait un contrôle un peu très long. Donc il sortait et puis il faisait sa raquette et il prenait le ballon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met la main sur le dos, se disant que non, il ne veut pas toucher la balle de la main. Il ne veut pas toucher la balle de la main. Comme s'il était un défenseur alors qu'il est gardien de but. Il a oublié qu'il était gardien de but. Bon, maintenant pour répondre à votre question, Emmanuel Jonas Kana, je pense que, je crois que Mpek l'a dit, ton homonyme l'a dit aussi, je crois que on attendait le Cameroun, surtout après tout ça, après tout ce qui a précédé ce match, de par la pandémie, qui a durement frappé les Comoriens. Et ensuite, le fait qu'ils jouent sans gardien de but, alors qu'on avait déjà dit, c'était partout, que le gardien a été testé finalement négatif et que finalement on a encore trouvé d'autres complications, dire que même si on est négatif, il faut 48 heures. Mais je ne peux pas savoir, je ne peux pas comprendre que si on est négatif, on va encore attendre quoi 48 heures. Négatif, ça signifie qu'on n'a pas de virus, point. Donc on est sain, on est clair. Bon, bref, ça c'est les problèmes du règlement là-bas. Une chose est sûre, c'est que ça a été vraiment poussif pour notre équipe. Heureusement, je crois que si le président Samuel Eto'o n'avait pas parlé à ses joueurs la veille pour leur dire de respecter l'adversaire, je crois que il serait venu, n'est-ce pas, avec un excès de complexe de supériorité. Et je vous assure, Emmanuel Jonas Kana, je crois qu'on serait en train de pleurer aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde a vu ce match comme moi. Nous avons complètement, au niveau de notre équipe, manqué d'inspiration. Nous avons vraiment, c'est un match comme ça, mais vous le finissez en 15 minutes. Maximum en 15 minutes. C'est-à-dire que dès que l'arbitre siffle, vous étouffez. Vous étouffez l'adversaire. C'est ce qu'on appelle. Vous passez par les côtés. C'est ce qu'on appelle généralement, Magnus, tuer le match. Vous tuez le match. C'est-à-dire que tel que Toketambi a marqué le but là, c'est-à-dire il ne fallait pas leur donner le temps de réfléchir. Immédiatement après une action d'envergure, vous centrez, puis vous mettez la tête et puis c'est but. C'est but. Parce que le gardien là se cherchait. Si vous voyez le premier but, il a oublié qu'il était, il était dans un angle. Si vous voyez bien le premier but, il a oublié qu'il était dans un angle. Et Toko, en levant la tête, il dit, mais le gardien, il a carrément fait la passe dans un. Il lui voyait les buts vides, il a fait la passe. Et quand le gardien se rend compte que, mais comment, je suis même où? Il a seulement, il a joué un pas à quatre pattes pour venir prendre le ballon. Le ballon est parti doucement, tout doucement, au fond des filets. Donc mais je dis, vraiment cette équipe comorienne, si on donnait, on faisait des équipes du match, vraiment, vous comprenez ce que je veux dire. Je crois qu'on aurait consacré cette équipe-là, vraiment équipe de la compétition. Parce que c'est que les Comoriens ont fait. Mais je crois que c'est eux qui ont rendu ce match, qui ont fait de ce match un grand match. Absolument. Parce qu'il faut le dire, c'était un grand match final. Bravo coach, absolument. Au moment où on savait que les Camerounais, les Lions allaient vraiment écrabouiller ces Comoriens. Et puis, c'est réservé un peu pour la suite de la compétition. Mais les Lions ont autant couru
que Les Comoriens. les Comoriens. Mais on a vu ces gens s'amuser devant leur surface de réparation, à l'intérieur, même pas dégager que nous sommes en infériorité numérique, et surtout quand ils ont été réduits à 10. Vraiment, même pas se dire que oui, attention, nous sommes dans la surface de réparation. Ils continuent à faire des passes de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ils avançaient jusqu'à atteindre notre surface de réparation. Donc, c'est dire que ces gars maîtrisent des fondamentaux. Ils ont joué hier, on n'aurait pas eu l'impression qu'ils étaient à 10 depuis la 5e minute. À 10, ils ont joué comme s'ils étaient à égalité numérique. Égalité numérique. Or, nous avons péché par quoi? Comme j'ai dit, un match comme celui-là, j'ai dit, vous le prenez, vous faites un pressing, ce qu'on appelle un pressing, un harcèlement. Vous les harcelez, surtout quand ils sont restés, ils étaient réduits à 10, mais vous les pressez. Si on joue avec 4 défenseurs, comme on le faisait, peut-être vous faites remplacer un défenseur, vous mettez un milieu de terrain de plus, hein, ou un attaquant, et ensuite vous exercez le pressing pour récupérer le ballon pas loin de leur surface de réparation. Je vous assure, Jonas Emmanuel, on allait faire le match en 10, 15, 20 minutes. C'était terminé. Et ensuite, on déroulait pour préparer le match. Ça nous servait d'entraînement certainement pour le match de quart de finale. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est Emmanuel Mahop qui disait tout à l'heure qu'on aurait dû passer par les côtés, faire des centres avec ce gardien qui ne pouvait faire aucune sortie aérienne. Je l'ai même vu, il est venu jouer de la tête une fois là pour envoyer un ballon de la tête. Et il a sauvé. Et quand vous voyez, nous sortons de ce match avec un score étriqué de 2 buts à 1. Bon, je vais dire quand même bravo aux Lions parce que nous sommes qualifiés. C'était d'abord ça, l'objectif. C'était ça l'essentiel. Nous avons marqué 2 buts, nous sommes qualifiés. Mais j'ai dit, il faut que l'on parle à ces Lions. Je le dis encore ici, je ne sais pas si vraiment dans le staff qui doit parler. Mais oui, vous avez vu quand Samuel Eto'o est parti leur parler. Avant que Samuel Eto'o ne vienne, ça doit se parler, n'est-ce pas? Le staff technique doit, c'est le genre de langage que le staff technique doit tenir à ses joueurs. Après chaque match, après chaque, vous prenez une séance qu'on appelle généralement une séance d'autocritique. Hein? Vous dites certaines choses et tout. Mais je vous assure, nous jouons contre les Gambiens. J'ai entendu quelqu'un, je crois que c'est Mao, qui l'a dit, nous serons qualifiés pour les demi-finales. Je ne sais pas si vous avez vu le match d'hier. Je vous assure, attention. Je suis d'accord. Attention. Je suis très d'accord, coach. Attention. J'espère que nous n'allons plus avoir les mêmes conditions psychologiques et les mêmes conditions mentales que celles que nous avons eues contre les Comores face aux Gambiens. Alors, Emmanuel Mahop, on parle beaucoup plus de Zambo Anguissa qui ne tient pas normalement le milieu, mais il faut également parler de Choupo-Moting qui ne me semble pas vraiment au point depuis le début de cette compétition. Hier encore, on l'a vu, hein, il a été quasiment transparent. Ouais, c'est vrai, dans ce système-là, sous le contrôle encore de Magnus. Parlant de Franck, en réalité, nous, c'est extasié qu'il vienne au Napoli, parce que nous, on suit la Serie A. En réalité, au Napoli, il est centrocampiste, donc il est extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire? Parce qu'il faut respecter les conseils de l'entraîneur. Spalletti lui dit, ben voilà, tu récupères Franck, tu donnes, tu récupères, tu donnes. Mais en sélection, pourquoi il s'amène les pédales? Parce que Franck, il a envie d'être le patron du cœur du jeu. Franck a envie d'être le meneur de jeu. Franck a envie d'être celui-là qui a la clé. Franck a envie d'être celui-là qui va défendre. Franck a envie d'être celui-là qui va marquer. C'est tout le problème de Franck Zambo-Anguissa, mais technique, intrinsèque. Franck, il est très au-dessus de la moyenne, en toute honnêteté. Il suffit qu'on le regarde. Et je suis d'accord à fond laquelle, d'ailleurs, c'est une institution, le coach Mahuson qui dit des choses vraies. Je suis d'accord avec lui dans ce sens que c'est au staff technique à un moment donné de prendre des responsabilités. Mais on a l'impression, ça c'est un intermède, que c'est Samuel Eto'o qui joue les psychologues, qui joue les entraîneurs, qui joue celui-là qui fait la séance autocritique. C'est à eux de dire à Franck,
quand tu viens en sélection, ok, on te met au même registre que toi. Parce qu'il y a pas mal de joueurs que vous connaissez, que vous avez côtoyés, entre Canabi, en l'occurrence, qui sont passés à côté d'une carrière internationale, enfin du moins d'une carrière exceptionnelle, parce qu'ils pensaient à un moment donné qu'ils étaient des polyvalents. Ils pouvaient jouer stoppeur à l'ancienne, libéraux à l'ancienne, défenseur central, ailier avançant, etc. Mais ça vous plombe. Donc Franck, c'est son réel problème. Qu'on dise à Franck, ok, même s'il n'y a pas les éléments dans le cœur du jeu de porter le ballon, de cela jouer à la Louis-Paul Fédé, à la Dr Abega, de regretter mémoire, toi Franck, dès que tu es en sélection, ton rôle c'est de récupérer et de donner. Ça se limite là, point barre. Tu as un grand gabarit, quand c'est les balles arrêtées, coup franc corner, tu es porté vers l'avant. C'est tout ce qu'on doit lui dire. Il va le comprendre. Après, Eric Maxime, pour moi, c'est un joueur très très technique. Il est l'un des joueurs les plus techniques au monde, en toute honnêteté. Parce que quand vous le voyez, technique individuelle, intrinsèque, il est extraordinaire. Sauf que Eric a un souci, c'est que on a l'impression qu'à chaque fois qu'il joue, qu'il s'amuse. On a l'impression qu'il n'est pas un joueur de compétition, parce qu'il s'amuse. Et c'est vrai, aider en cela par sa façon de faire, il est très altruiste. Eric pense au groupe, mais sauf qu'on a l'impression qu'il s'amuse à un moment donné. Et puis pour certains registres, il ne doit pas commencer, parce que quand on le moins pointe haute, hier sur un match comme celui-là, Eric est bien, il peut être bien sur les flancs, Eric peut être bien au flanc gauche, Eric peut être bien comme avançant ou comme 9,5. Mais après qu'on lui demande de prendre cette tâche-là, de mener le jeu, ça n'est pas évident. Parce qu'à un moment donné, sur le contrôle du code maillot, on l'a vu à un moment donné essayer de récupérer son coin d'attaque, mais ça n'a pas marché. Donc on ne peut pas faire jouer Eric comme ça. Malheureusement, l'équipe que nous avons maintenant, on a besoin des joueurs de flanc. Eric n'irait pas très vite sur les flancs, c'est vrai, mais de temps en temps, quand même, comme joker, il peut jouer. Et je comprends pourquoi, je vais finir par là, je comprends pourquoi le staff technique, à un moment donné, le considère comme un joker. Ben, ça semble inquiéter plus d'une personne, mais ils ont raison. Parce que Eric, en réalité, il a un jeu qui est celui-ci qui ne laisse pas croire que c'est un joueur professionnel, qui ne laisse pas croire que c'est un joueur qui a envie de gagner. Peut-être si Eric jouait du futsal, il serait extraordinaire, mais après, pour un jeu de compétition, quand même, ça pose problème. Alors Franck, moi je vais revenir sur les remplacements de Sensei-Sawa. On a Bassago qui vient, on a Jay Clinton qui arrive et les autres. C'est pratiquement le même schéma qui, à mon humble avis, n'apporte rien comme valeur ajoutée. Moi, je l'ai dit, je crois que le véritable problème du Cameroun, ce ne sont pas les hommes, mais c'est l'animation qu'on y met. Ça veut dire quoi? On a fait largement ce débat au niveau de la charnière centrale en défense. Vous savez, c'est Ngando et l'autre. On a déjà changé Ngando Mokoudi, Ngando Ngene, Ngando Castelletto. On a repris l'équipe qui a joué face à l'Éthiopie. C'est elle qui a débuté le match. Moi, je dis, il n'y a pas des joueurs, parce que moi je m'amuse souvent à écouter les 27 millions d'entraîneurs que le Cameroun regorge, dire que si on fait tel classement, l'équipe sera... Non. Prenez n'importe qui dans cet effectif, vous les mettez au stade ensemble. Si l'animation n'est pas bonne, il n'y aura pas un bon rendement. Donc moi je voudrais déjà qu'on rentre au niveau de la manière d'utiliser. Il a parlé par exemple de l'attitude de Zambo. Moi je vous dis, Emmanuel, sans discuter forcément, sans être dans leur séance, je parie qu'on dit souvent cela à Zambouangissa, qu'il faut jouer facile. Mais quand dans votre mindset, vous avez intégré que vous êtes le boss, on vous le dit à l'entraînement, mon stade, vous ne jouez pas facile. Si vous vous rendez compte, hier, Zambo a fait une première période irréprochable. On peut tout lui dire, je veux dire, il essayait quand même de jouer. Chaque fois qu'il se débarrassait d'un vis-à-vis, il libérait. C'est à partir de la deuxième période qu'il a commencé à en faire un peu trop. Il a même gâché une occasion de but où le Cameroun avait une occasion de faire un compte. Bassogo avait fait un appel, il suffisait seulement de mettre une balle en profondeur. Il a allé casser le jeu, commencer à faire cette tournure interminable. Parlons, vous avez parlé de ces remplacements. Moi, je crois, je partage l'avis du coach déjà sur le fait, je n'ai pas compris comment après le carton rouge, qu'on soit resté sur les mêmes dispositions tactiques. C'est inexplicable. Vous jouez face à une équipe non-name qui est privée de 12 joueurs. L'équipe prend un carton rouge. Vous vous contentez à faire des passes latérales en défense, vous venez rechercher, vous tournez, on a l'impression que vous êtes dans un rond d'observation. Mais à ce moment, c'est à ce moment qu'on devait même faire 2 remplacements. Vous savez, c'est aussi psychologique, le coach ne va pas me dire le contraire. Carton rouge, on voit Bassogo et Jay Clinton, exemple. Venir commencer à s'échauffer, mais ça met le coach des commandes dans tous ses états. Vous faites rentrer 2 joueurs, je ne vous cache pas que la consigne qu'il va donner à ces gars, c'est de replier.
C'est automatique. Ça, c'est, je pense, le contrôle que 2 attaquants entrent après un carton rouge, vous demandez à votre équipe de replier. Parce que vous êtes conscient que là, on veut vous acculer, il faut essayer de colmater les brèches, limiter les dégâts. On a en supériorité numérique. On tourne, comme vous dites, c'est toujours Léa Siliki qui va venir entrer, c'est toujours Jay Clinton qui va venir entrer. Le Bassoko qui va venir. Bon, Bassoko au moins, lui n'entre pas chaque fois. Mais il y a quand même. C'est sa deuxième entrée en 4 matchs. Pour une fois, quand même, pour le cas Bassoko, moi je vais quand même dire que on a vu un garçon peut-être qui avait beaucoup de déchets au niveau sur le plan technique, mais qui avait beaucoup de volonté. Moi j'ai besoin de ça. Moi j'ai vu Ngamaleu, il est très bon en club. Ça, il faut le dire. Avec Young Boy de Berne, rien à dire. Je crois qu'à tout seigneur, tout honneur, il fait une très belle saison du côté de son club. Il a même été bon durant les qualifications pour la Coupe du Monde avec les Lions. Mais il fait une mauvaise canne. Il ne faut pas que certains joueurs aient des titres foncés dans cette équipe. Et j'ai l'impression qu'il y en a certains. Pourquoi ne pas essayer? Je dis, Ngamaleu pour l'heure, il fait partie de ces 3 attaquants. Reconnaissons quand même que sur nos 3 attaquants, il y a 2 qui ont déjà inscrit plus de 2 buts. On a quand même Aboubaka qui en a 6 et Toko qui en a 3. Ngamaleu n'a pas inscrit le moins de buts. D'aucuns diront que non, on peut s'en passer. Non, ça démontre quand même qu'il est le moins impliqué de notre ligne offensive. Pourquoi ne pas essayer à Bassoko à sa place? Par exemple, moi je dis des changements pareils face à la Gambie pour être un peu plus productif. Alors, Jean-Paul Akono, pourquoi ne pas augmenter le temps de jeu? Par exemple, à Bassogok, on connaît ses accélérations, on connaît sa percussion. Pourquoi pas ne pas lui donner un temps de jeu plus considérable? C'est pour cela qu'il faut questionner un peu, il faut questionner, j'allais même dire, n'est-ce pas, la préparation des Lions. Les Lions ont fait une préparation... À l'emporte-pièce? Je ne dirais pas à l'emporte-pièce. J'ai l'impression que c'était sans programmation. Bon, disons que... c'est tout comme, hein? Vous avez raison, coach. Moi, j'ajoute un mot à votre volet, c'est vous qui avez la parole. Une préparation sans match amicaux. C'est là, absolument, là où je vais en arriver. Parce que, disons que peut-être nous n'avons pas su, n'est-ce pas, dans la programmation à long terme, de savoir que pendant la phase finale d'une compétition comme la CAN, vous ne disposez que de 2 semaines, où vous vous regroupez. Vous vous regroupez, la FIFA donne 2 semaines. Et pendant les matchs de matchs officiels, de matchs amicaux, matchs de qualification, tout ça, vous avez seulement 1 semaine. 1 semaine. Donc, pendant les 2 semaines, on n'a pas prévu, on n'a pas fait une programmation où on pouvait au moins, n'est-ce pas, chercher à attraper même 2 ou 3 matchs de préparation contre des équipes, machin. Mais si les équipes n'étaient pas disponibles dans le monde, on pouvait au moins faire trouver des équipes locales. Hein? Vous avez vu, je crois que c'est le Nigeria qui a joué contre Coton à Garoua. D'autres équipes qui sont venues ont fait des matchs contre des équipes locales. Mais nous, même pas contre une équipe locale. Bon, peut-être comme ça c'était à huis clos à Mundi, peut-être faisait des matchs amicaux là-bas. Pour dire que on ne peut pas faire une préparation comme ça sans avoir, n'est-ce pas, des temps d'évaluation qui se font à travers des matchs. Et quand vous avez un gars comme Bassoko, on me l'a dit hier, que ça fait pratiquement, je crois, 6 mois. Oui, il joue pas, ouais. Il ne joue pas en Chine. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a encore, il ne joue pas en Chine. 6 mois, il est inactif. Non, je confirme, c'est le coach Richard Toa qui... Pourquoi donc l'appeler? Pourquoi l'appeler? J'ai dit vraiment, moi, je n'étais pas au courant de cette information. Moi, je confirme. Vraiment, c'est le coach Richard Toa qui... mon ami Toa, qui le préparait physiquement. J'ai dit, à ce moment-là, je ne comprends pas sa place, vraiment, non seulement pour cette phase finale, mais pour toutes
les éliminatoires, les matchs éliminatoires, n'est-ce pas, qu'on avait eu à disputer et tout. Moi, je pensais qu'il venait toujours de Chine, où il est compétitif et tout. Non, c'est pour dire que ce cas, heureusement, quand on est doué un peu, comme il est, ça ne se voit pas, mais vraiment, dire que ça ne se ressent pas aussi, ce serait mentir. On le ressent parce qu'une compétition, c'est une compétition. Si tu n'y es pas préparé, vraiment, tu le ressentiras. Et le groupe, n'est-ce pas, en subira les conséquences. Donc, le cas Bassongor, vraiment, on se pose la question de savoir finalement comment il a fait pour se retrouver dans cette sélection. Alors, il faut dire que les Lions redescendront dans l'arène samedi prochain pour les quarts de finale et les Lions seront face à l'équipe de la Gambie. La Gambie qui a eu raison de la Guinée hier sur le score d'1-0. On peut quand même en parler. Hein? Oh, oui. Gambie. Oui, c'est vrai, ils ont remporté leur match en toute honnêteté contre la Guinée de Kabadiara, un ami, justement. Je suis un peu triste pour les Guinéens, mais ils avaient quand même une pièce de puzzle qui leur manquait. C'est vrai que le coach va me taper dessus maintenant, en me disant qu'on ne mise pas sur un joueur, mais certaines équipes, il le sait. D'ailleurs, lui qui a joué contre l'Argentine en 90, avec à un moment donné une sélection comme celle de l'Argentine, de 86 à 94, comptait sur un joueur, mais après, Nabil Keita n'a pas le profil de Diego Maradona, il leur a certainement manqué dans le cœur du jeu. Après, il y a eu pas mal d'un petit jeu aussi. Voilà, certains incidents avec des cartons qui ont été distribués, mais in fine, la Gambie nous refait le coup de Madagascar. Vous en avez souvenance, 2019, j'ai couvert cette CAN, Madagascar ne pouvait pas de pression, ils font quart de finale. Ils sont en quart de finale avec un entraîneur anglo-saxon, mais qui connaît la mentalité française, qui parle assez bien français. Donc ça risque de jouer. Après, le coach, je vais finir par là. Non, le souhait, c'est que contre la Gambie, moi je préfère embrayer dessus de suite. On va jouer à Japoma, on l'espère. Mais que les Lions traversent ce tour-là pour une raison. Le coach gambien, on en a parlé ici furtivement, a dit des choses pas sympas du Cameroun, donc on a à cœur de passer ce tour. Je pense que les Camerounais vont bien se comporter parce que le coach qui les a côtoyés, qui a entraîné les Lions, le sait aussi. Des fois, c'est en fonction de l'adversaire. Donc, ce sera d'un cran, je l'espère bien, contre les Gambiens. Non, ils ont fait un coup, vraiment éliminé la Guinée-Conakry, qui faisait office de favori pour ce match-là avec les individualités dont elle regorge cette équipe de Guinée. Pas évident du tout, mais ils l'ont fait. Ça dénote aussi à souhait, je vais finir par là, qu'à chaque compétition, que ce soit la Coupe du Monde, la CAN ou l'Euro, il y a des outsiders justement qui sortent du chapeau. On ne les attend pas et ils font la différence. Mais je pense que leur parcours, du moins je l'espère, va s'arrêter en demi-finale dans l'an de Japon. Alors, Franck, les Camerounais ont regardé ce match avec beaucoup d'attention, le match Guinée-Gambie, sachant que le vainqueur de cette rencontre rencontrera les Lions indomptables du Cameroun. Très belle prestation de la formation gambienne. On va dire que la Gambie, pour une première participation, a fait un premier tour plus que parfait. 7 points quand même, 2 victoires, un seul match nul. Et le seul nul, c'était face aux aigles du Mali. Une formation qui a quand même dominé la Tunisie. On va dire dominé aussi la Mauritanie. En fait, match sur penalty, elle a fait, mais c'est victoire égale victoire. Mais je veux dire, parlant de la rencontre d'hier, on a vu une équipe de Gambie joueuse, comme elle sait bien le faire. Vous savez, la particularité de ces équipes qui prennent part à leur première participation, à leur première compétition internationale, c'est qu'elles dégagent une certaine insouciance. Elles ne calculent pas de pression. Vous vous faites battre 4-0, personne ne va tirer sur vous. C'est normal parce que vous êtes venu apprendre. Et il ne faut pas venir apprendre en mettant les mains dans les poches. Il faut se lâcher. On ne peut qu'apprendre en prenant des risques. On a vu des formations comme les Comores, qui a appris de Fort Belmagnon. On a vu la Sierra Leone. Bon, même si elle n'apprenait pas trop, mais elle-même, elle était un peu dégagée. On voit le Malawi qui est dégagé. Et je comprends comment la Gambie se comporte de cette manière. Parlant du match d'hier, je partage son avis. Naby Keita, c'est plus que le cœur du jeu. Vous avez vu, lors du dernier match de la Guinée se fait battre. Mais quel amour de but qui est inscrit par Naby Keita, le joueur de Liverpool. Un joueur assez exceptionnel, meneur de jeu. Il fait du contrement aux autres stars. Lui, il faisait sa compétition. 2 fois homme du match. De 2 fois homme du match. Et il a fait sa compétition très en forme. Et c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la vie de l'équipe. Moi, j'ai suivi son coach Kaba Diawara qui s'inquiétait lorsqu'on lui avait dit que Naby Keita risquait de ne pas prendre part à cette compétition. Vous savez, d'abord blessé,
été puis retenu par Jürgen Klopp qui ne souhaitait pas voir ses joueurs venir jouer la Coupe d'Afrique. Mais Nabi est là, il a fait une bonne compétition. Malheureusement, il le coupe d'un carton jaune assez, permettez-moi de le dire, bête, parce qu'il est allé en fait discuter avec l'arbitre, la dame qui officiait lors de sa rencontre. Il en avait le droit aussi. Mais il a fait savoir qu'il était le capitaine. Mais la dame lui a dit, c'est pas parce que vous êtes capitaine que vous êtes permis de venir tout dire. Bon, en gros, la Gambie se qualifie face au Cameroun. Scorpion face à Lions indomptables. À quel profil moi elle doit s'attendre? Moi je vous dis, c'est un match qui a le profil d'un match piège. Le Cameroun, excusez-moi, je suis fan et chauvin, je souhaite que le Cameroun gagne. Mais on a vu le Cameroun face à des petites équipes. Le Cameroun joue face aux adversaires. On a souvent chanté les mérites des équipes comme la Côte d'Ivoire et c'est comme ça. Je parie que Cameroun-Côte d'Ivoire est plus facile que Cameroun-Gambie. Pourquoi? Quand le Cameroun joue face aux grandes nations, le Cameroun se transcende. Le Cameroun élève son niveau de jeu et son niveau de concentration. On a vu le Cameroun hier face à une équipe des Comores, démembrée, privée de tous ses éléments. Le Cameroun s'est contenté de jouer comme les Comores. Il faudrait, là je suis d'accord avec le coach, que Tony Conceição, que j'ai suivi en conférence de presse tout de même, qui a reconnu que c'était un non-match, un mauvais match, qu'il fallait sévir, ça il a dit, que des dispositions seront prises. Il a dit que lui, il n'est pas content. C'est vrai qu'on a gagné, mais lui ne peut pas s'asseoir dessus. Je crois vraiment qu'il y aura une véritable chaude discussion dans la tanière ce jour, après le débriefing, qu'on va vraiment donner des conseils. On va dire aux joueurs, les gars, vous êtes chevaux d'abord. C'est vrai que vous étiez favoris, mais vous êtes chevaux. Il ne faudrait pas, parce que ce qui se dit maintenant un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est que la CAF est en train de s'arranger pour que le Cameroun remporte la CAN. On essaie de baliser le cheval au Cameroun. D'aucuns plaisant même en disant que 15 joueurs gambiens seront testés positifs dans les jours à venir. Comme quoi, on veut vraiment... Est-ce que le Cameroun a besoin d'être aidé pour battre les Comores et la Gambie? Pas du tout, je ne crois pas. On a largement le potentiel pour venir à bout de ces équipes. Il faudra alors que les Lions le démontrent au terrain. Cela passera par la discipline tactique, le respect des consignes de coach, le respect du vert, rouge et jaune. Parce que lorsque vous jouez facile, vous ne vous engagez pas. C'est aussi un manque de patriotisme. Quand vous arborez le vert, rouge et jaune, on a vu. On a eu quand même Roger Mila ici qui nous disait que lorsqu'il revenait au Cameroun, il était souvent le plus discipliné. C'est pas parce que vous êtes star de l'autre côté. Lorsque vous quittez le Napoli, où vous écoutiez Spalletti, pour écouter un coach moins expérimenté que Spalletti, qui est Tony Conceição, il faut aussi lui accorder tout le respect qu'il mérite, respecter ses consignes, respecter tout ce qu'il dit. C'est vrai que peut-être à côté de vous, vous n'avez pas les Chris Mertens et tous les joueurs que vous avez du côté de Naples, mais vos coéquipiers que vous avez là, il faut les respecter. Et si vous ne les respectez pas, c'est une indiscipline et ça doit être censuré. J'espère que les Lions nous écoutent. Alors nous allons très rapidement parler des matchs du jour. Oui. Il y en a deux, Sénégal, Cap-Vert et Maroc-Malawi. Alors Emmanuel, Maroc-Malawi, votre lecture de cette rencontre? Maroc-Malawi, 7 matchs en termes de statistiques pour les deux sélections. Le Maroc l'a emporté 6 fois, une fois le Malawi. Donc en termes de stats, ça devrait passer. Et puis le Maroc aussi, quand même, ne perd pas ça de vue. Même s'il y a des outsiders. Le Maroc a une superbe équipe avec dans les buts Bono, vraiment Hakimi à droite. C'est une superbe équipe. En toute honnêteté, moi, je les vois passer. Même si le Malawi pourrait avoir un sursaut d'orgueil. D'ailleurs, sur les stades Yaoundé, j'ai envie d'assister à ce match avant de rentrer. Je vais voir les Lions de l'Atlas qui me semblent quand même au-dessus des Malawites en toute honnêteté. Alors les Malawites qui ont quand même montré de très bonnes dispositions lors du premier tour, malgré leur statut de non-name. Non, je crois que ils ont déjà notre statut. Vous savez, personne ne les attendait là où ils sont là maintenant. Personne. On se disait que bon, ils viendront justement confirmer leur statut de non-name. Mais maintenant, les voilà. Vous souvenez-vous de la CAN de 2019? Je crois que c'est Madagascar qui avait pu atteindre les quarts de finale. À la grosse surprise de tout le monde. Donc le Malawi, je crois que en plus, je crois qu'ils ont été premiers de leur poule. Ils étaient dans la même poule que le... Je crois deuxième ou premier. Non, deuxième. C'est pour ça qu'ils croient le Maroc. Le Maroc a fait première équipe, victoire, match de contre les Panthères du Dakar. Donc voilà, mais face au Maroc quand même, qui présente des dispositions vraiment
très sérieuses sur le plan de la discipline tactique, sur le plan de l'engagement, sur le plan même physique. On sent que cette équipe vraiment a été bien préparée. Et d'ailleurs, ils ont été en tournoi, je crois, au niveau des Qatar. C'était justement pour préparer la CAN, tout comme l'Algérie. Donc, et ensuite, avec toutes les dispositions qu'ils ont prises, vous vous rappelez, où ils ont congédié tout le personnel à l'hôtel et les ont remplacés par le leur. Donc, c'est dit que, comme on dit, qui veut aller loin, n'est-ce pas, ménage sa monture. Et le Maroc a ceci de particulier, c'est très rapidement, il faut le dire en une minute. Ils ont Farouk Lekja, le président de la Fédération royale marocaine de foot, qui est quelqu'un d'influent. Voilà, déjà au Maroc et aussi au sein de la Confédération africaine de football. Donc, c'est des petits détails, justement. Jean-Bec à l'UOCC devoir résoudre l'équation capverdienne cet après-midi. L'équation a plusieurs inconnus, on va le dire. C'est pas l'équation la plus facile à résoudre. Je ne sais pas s'il va utiliser le pivot de gauche ou alors le déterminant pour résoudre cette équation. Une chose est certaine, c'est que le Sénégal n'est pas en train de faire une belle CAN. C'est un seul but inscrit en 3 matchs. C'est vrai, c'est la meilleure défense de la compétition. 0 but concédé, mais un seul but en 3 matchs. L'équipe a terminé première, on avait 5 points tout de même, une victoire, 2 nuls. Et l'unique but, c'est un pénalty inscrit à la 97e minute, donc 0 but dans le jeu. Le coach m'a dit la fois dernière que le pénalty était aussi un but, ça j'accepte, mais un but à la 97e minute sur pénalty. Mais quand même, ça, on reconnaît que l'équipe manque comment on appelle, ils ne sont pas, l'équipe n'est pas assez décisive et c'est pas bien. Pourtant, oui, absolument. D'aucuns, en fait, comme explication, reconnaissons que le Sénégal a été privé de plusieurs de ces éléments au début de cette compétition à cause de la Covid, d'autres choses. Le meilleur gardien du monde actuellement, Mendy, n'y était pas. Gana Gueye a été privé. Kalidou Koulibaly n'était pas. Et il faut dire, Sadio Mané, lui, il était. Depuis quelque temps, l'équipe au complet. On a vu cette équipe jouer le 3e match, elle était là, mais l'équipe n'a pas pu s'imposer. Je crois quand même qu'on va s'attendre à un Sénégal qui va monter en régime. Pourquoi? Le Sénégal se sent bien à l'ouest. Contrairement à la Gambie qui dit qu'elle est maltraitée, moi j'ai suivi les Sénégalais, que ce soit ça, et tout le monde avouait que le climat de l'Ouest, l'accueil, l'hôtel, vraiment... Elle a Diouf l'a dit, hein. Le Sénégal dit qu'il est au paradis. Paradis pourquoi? Vous savez, contrairement à ces problèmes urbains, bruit de voitures, pollution, ainsi, ils sont dans un cadre où le climat est beau, la végétation, ils sont loin de tous ces problèmes, ils sont à l'aise. Ils se sentent à l'aise, la pelouse est bonne et le public est chaleureux. Maintenant, est-ce que cela sera répercuté dans les stades? On l'espère bien. Mais ce soir, je vous dis, ça ne sera pas évident. On a une équipe du Cap-Vert teigneuse. Une équipe qui sait jouer contre les grands. C'est pas pour rien qu'on les appelle les requins. Le requin peut bouffer tout animal, même le lion. Ce sont les lions aujourd'hui face aux requins. Pour vous dire, ces requins, on a vu quelles difficultés ils ont posées aux lions en Ontario au 3e match, bien que les lions étaient qualifiés, mais les lions n'ont pas pu vraiment se départir de ces requins. Ça sera un match dominé certainement par la formation du Sénégal, mais où on peut avoir droit à quelques surprises. Voilà. Tout ce que nous avons à vous dire ce matin, avant de refermer cette édition, nous adressons encore toutes nos condoléances attristées à toutes les familles qui ont été durement éprouvées hier au stade de Lemé suite à l'incident qui est survenu. Merci d'avoir suivi et à demain pour une autre édition.